Bonsoir les amis, bienvenue à ce tout premier numéro de l'année 2017 du club. Les principaux championnats européens, excepté bien entendu la première ligue anglaise, toujours en vacances. L'occasion pour nous de revenir et de faire un bilan à mi-parcours de la Botola Pro Maroc Télécom, d'évoquer également les préparatifs des Lions de l'Atlas à la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2017, et le stage que passe actuellement la sélection d'Hervé Renard aux Émirats Arabes Unis. Le sommaire du club, c'est parti. La fin de la phase allée de la Botola Pro Maroc Télécom, le Wydad, grâce à une meilleure différence de but, décroche le titre honorifique de champion d'automne. Le Difad El Jadida, deuxième, l'Ittihad de Tanger, troisième. Retour dans le club ce soir sur cette phase allée de la Botola. Le stage des Lions de l'Atlas aux Émirats Arabes Unis en préparation à la CAN 2017 qui débute dans 13 jours maintenant. Après Younes Belhanda, Oussama Tanan, blessé, est également forfait. Et puis le match amical prévu face à l'Iran a été annulé et la fédération est aujourd'hui à la recherche, dans l'urgence, d'un nouveau sparring partner pour les coéquipiers de Mehdi Benatia. 13 à la suite, Chelsea est entré dans l'histoire du football anglais en ajoutant ce week-end un nouveau succès à sa fantastique série. Jusqu'alors, seul Arsenal avait enchaîné 13 victoires consécutives en Première Ligue lors de l'exercice 2001-2002. Et pour m'accompagner ce soir dans le club, j'accueille notre invité Abdrahim Talib, l'entraîneur du Difad El Jadida. C'est Abdrahim, bonsoir, bienvenue dans le club. Merci, bonsoir. Alors, première invité représentant la Botola Pro Maroc Télécom dans le club, Abdrahim Talib, auteur avec son équipe, le Difad El Jadida, d'un excellent début de parcours dans cette Botola Pro Maroc Télécom. J'ai l'honneur aussi d'accueillir notre Najib Salmi national. Bonsoir, si Najib. Bonsoir, si Botola local. Il râle tout le temps, hein. On est en train de préparer l'émission et aussi de gérer notre ami Najib Salmi, qu'on accueille avec un énorme plaisir comme à chaque fois. C'est nous qui avons plaisir à venir. Il a du mérite. Merci beaucoup, Najib. Par ce temps d'hiver, par ce froid et à cette heure-ci. Et en plus, il faut vraiment que je te respecte et t'apprécie et apprécie l'émission pour venir. En plus, il s'est même dopé un petit peu, puisqu'il il y a un petit coup de froid, mais dopage accepté par le comité local. Mais je suis bien soigné. Je rassure tout le monde. De gestion de cette émission. Le titulaire, Amin Rahmouni. Bonsoir, Amin. Salut Jalal, bonne année tout le monde. Alors, je me suis posé une question en préparant cette émission, bien entendu. Est-ce qu'on a besoin des cartons ou pas? Peut-être non, en l'absence des moucharibines, quoique je les garde à côté de moi. Des fois que Najib râle ou que... Non, il va pas râler, il est content d'être ici. Il y a une petite expression, on peut râler quand même, non? On peut râler, d'ailleurs on est là pour râler. Le rideau est tombé donc sur cette première partie de saison dans la Botola Pro Maroc Télécom. Avant donc d'en débattre ici, notamment avec Amine, avec Najib, avec notre invité Abdrahim Talib, on va voir donc ce sujet. On se retrouve pour en parler juste après. Jamais un titre, même honorifique, n'aura été aussi amer que ce titre de champion d'automne pour le Wydad de Casablanca. Le WAC, qui conformément à son plan de vol initial, termine en pole position à mi-parcours. Le club, les joueurs, l'encadrement technique et les supporters surtout devraient s'en réjouir, et pourtant, il n'en est rien. Car le WAC ne se rassure pas. Le WAC, qui a débuté en trombe cet exercice avec 3 victoires d'affilée, s'est mis ensuite en position point mort avec 5 matchs nuls d'affilée. Une longue série à laquelle les hommes de Sébastien de Sabre vont mettre un terme en l'emportant à Rabat sur la pelouse du champion sortant. Le FUS de Rabat, une éclaircie de courte durée puisque quelques jours plus tard, à l'occasion de la dernière journée de la phase allée, le Wydad chute à domicile face au Kaukab qui lui restait sur 5 défaites d'affilée. Première défaite de la saison pour le Wydad qui termine en tête grâce et seulement à une meilleure différence de but que le Difad El Jadida. Les hommes de Talib à l'arrêt également depuis plusieurs semaines, 3 matchs nuls d'affilée, dont le dernier, un score nul et vierge face au Raja. Les Verts, eux,
malgré une situation de crise au niveau institutionnel, maintiennent le cap. Et le mérite revient certainement à leur entraîneur, Mohamed Fakher. Jusqu'à quand? Ce sera l'une des principales questions de la phase retour. Pour le reste, cette première partie de la Botola Pro Maroc Télécom a été marquée par le début de parcours catastrophique du champion sortant, le FUS de Rabat. Circonstances atténuantes pour Walid Regragui, leur calendrier démentiel qui les a obligés à n'entamer cette Botola qu'au bout de la 6e journée. La suffisance de certains cadres du club, l'enchaînement des matchs en retard et peut-être ce statut mal assumé de tenant du titre ont fait le reste. Le FUS de Rabat se retrouve 10e du classement avec déjà 5 défaites pour 3 victoires. En bas de tableau, la deuxième partie de saison pour le CAC, Casbah Tadla, le KCM ou encore Al Hoceima s'annonce très compliqué et il faudrait un miracle pour que les deux clubs qui vont quitter l'élite l'été prochain sortent de ce quatuor. Une première partie de Botola marquée une fois encore par la sempiternelle valse des entraîneurs. 9 clubs ont changé de coach et certains, le CAC et le Kaoukab, ont déjà eu 3 techniciens sur leur banc. On regrettera enfin ce spectacle désolant des affiches de la Botola qui se déroule, et c'est bien malheureux, devant des gradins quasiment vides. Voilà, donc le décor est posé. On va revenir d'abord avec notre invité aujourd'hui, Abdelrahim Talib, sur cette première partie, cette phase aller. Quel bilan vous en faites en général, avant de parler de votre club en particulier? Techniquement, on a vu de grands matchs, et aussi des matchs moyens. Mais finalement, il y a une progression sur le plan tactique, sur le plan physique aussi, sur le plan mental. Et je pense que... Vous sentez-vous cette évolution par rapport, par exemple, aux précédents exercices? Est-ce qu'on sent qu'il y a, par exemple, que le championnat 2016-2017 va être meilleur que 2015-2016, comme l'a été 2015-2016 par rapport à 2014? Oui, on le sent, ça? Bien sûr, on le sent sur le terrain. Vu le rythme des matchs, vu... il n'y a pas de secret, donc on suit les matchs. Après les matchs, on fait... On parle bien de la Botola 1. Oh, oui. On voit les mêmes matchs. Hein. Oui, bien sûr. Donc voilà, il y a une sorte de progression sur le plan technico-tactique, mais malheureusement, il y a toujours un problème, c'est la résiliation des contrats des entraîneurs. Ouais. La base des entraîneurs, quand on en a parlé, il y a 9 clubs qui ont changé quand même d'entraîneur, on va en parler tout à l'heure. Mais si les clubs qui ont changé d'entraîneur, ils sont au bas du tableau. Amine? Bah oui, de fait, en général, quand on change d'entraîneur, c'est que ça va pas. Quoique, apparemment, il y aurait un club leader, on parle pas de vous, hein, parce que même si vous êtes co-leader, apparemment, il y aurait aussi un club leader qui sera en passe de changer d'entraîneur, mais effectivement, il a raison. Là, enfin, il a à moitié raison. Je suis pas aussi satisfait que lui de ce début de Botola en termes de rendement, parce qu'honnêtement, je trouve qu'on n'a pas vu de si grands matchs que ça sur l'ensemble. J'ai pas tout vu, bien entendu, mais personne ne peut se targuer d'avoir tout vu. Mais bon, on n'a pas eu de match, Wydad, Phare 5-0, effectivement. C'est comme ça des petites choses un peu bizarres qui se produisent. Mais sinon, je trouve pas qu'on a été meilleur que l'an dernier. Mais effectivement, on a pas mal de points noirs qui ont été relevés, et très justement relevés dans le sujet, Jalel. Cette défection des supporters, beaucoup de huis clos, beaucoup de terrains encore fermés. Et effectivement, cette vase d'entraîneurs qui est quand même incroyable. On parle de 9 entraîneurs débarqués, un 10e très certainement bientôt, dont on aura la confirmation demain ou après-demain. Donc ça fait un peu tâche dans une Botola qui se veut professionnelle. Mais bon, voilà, je trouve que sur l'ensemble, cette première salve, on va dire, ces 15 premiers matchs, certaines déceptions. Le FUS, effectivement. Certaines déceptions au niveau du jeu, le Wydad, même si au niveau comptable, ça marcherait très bien pour eux à la faveur d'un très très bon début de championnat. Beaucoup de jolies choses. Djeval Hassani Jaidi, par exemple, effectivement, qui produit du beau jeu, avec une moyenne d'âge extrêmement basse. Je viens de savoir tout à l'heure dans la discussion qu'on a eue avec Abdelrahim. Si Abdelrahim c'est Talib, en off avant de commencer l'émission, le plus vieux a 26 ans. Moi, je pensais qu'Hadraf avait l'âge de mon père, ou peu s'en faut. Mais apparemment, il a 26 ans. Moi, ça m'a étonné. Des gamins de 20 ans, 21 ans qui tiennent très bien la baraque. Donc oui, il y a de bonnes choses. Il y a des choses beaucoup moins belles. Mais bon, dans un premier temps, voilà, je trouve qu'on n'a pas une Botola qui est beaucoup progressé par rapport à l'an dernier, contrairement à la vie de Sitalib. Najib Salmi, qu'est-ce que tu retiens de cette première phase de la Botola? Moi, je partage absolument l'analyse de Sitalib, qui est bien armé pour donner des analyses. Bien sûr. Il connaît le sport et le football depuis toujours. Et puis, il doit avoir une double satisfaction. Ouais. Il est Wydadi,
de formation, de vie. Il est Casablancais. Il a joué, il a tout fait au Wydad. Il a même joué au handball avec le Wydad. Bien sûr. Et il a été champion avec le Wydad en handball et en foot. Et là, il est avec Jdida. Et on voit la patte. Il y a des joueurs, Jdida, il y a du jeu. Et pas seulement Jdida. Je sais bien, comme mon ami Amin Rahmouni. Quand le Wydad fait match nul, le championnat ne va pas bien. Mais de quoi tu parles il peut pas dire ça, je pense, jusqu'à présent. Le Wydad. Tu n'es pas d'accord pour dire que le Botola elle est bonne. Moi, je dis qu'elle est très belle. Non, moi je trouve aujourd'hui, j'ai pris moins depuis les 15 premiers matchs. J'ai vu un beau match dimanche dernier. Oui, il y aura toujours des beaux matchs, mais plus globalement, on a des 3-2. Le Kaukab contre le Wydad, franchement, c'était un super match. Magnifique. Et puis il y a une chose. Il y avait une chose qu'on avait toujours critiquée. Le championnat est à jour. Oui, ça part. Oui, ça c'est sûr. Et pourtant, effectivement, c'est très très compliqué vu que, comme on le disait dans le sujet, par exemple, le FUS, le champion sortant, n'est rentré dans la compétition qu'au bout de la 6e journée. Et donc, c'est un championnat qui est bien maîtrisé. C'est vrai que sur le plan mental, on voit de meilleures choses. L'arbitrage s'est amélioré. Ouais. Il n'y a pas eu de grand scandale d'arbitrage. Pas beaucoup. Le grand scandale, malheureusement, c'est l'éducation du public. Malheureusement, la fédération a un pour les éduquer. Il y a le huis clos. Empêcher les gens de venir voir le match. Or, ce n'est pas une bonne solution. Ouais. C'est triste comme solution. Voilà. Alors, je peux quand même nuancer ce que vient de dire Najib, parce que je ne peux pas laisser comme ça me dire des choses. C'est pas vrai, je ne juge pas cette Botola à l'aune, n'est-ce pas, cher ami Najib, des résultats du Wydad. Ils sont premiers. Je dis juste que par rapport à l'an dernier, ce que j'ai pu voir, mais ils sont premiers. Ils sont premiers. Mais tu sais, pas de justesse, ils ont 30 points, Najib. Ouais. Ils sont premiers avec un goal average qui est plus un, effectivement, des deux différences, parce que le Wydad a marqué plus de buts, mais encaissé aussi beaucoup plus de buts que vous, parce que vous avez une bien meilleure défense. Mais sinon, effectivement, tout ce que le dit Najib est juste. Effectivement, on a réussi une performance d'avoir une Botola à jour dans des conditions relativement difficiles. On l'a pas eu, et ça, effectivement, ça change par rapport aux années précédentes, de grands scandales d'arbitrage. Mais maintenant, je suis désolé, aujourd'hui, nous sommes habitués à des standards de football qui fait qu'on n'a pas une Botola qui est non plus super exceptionnelle. Après, c'est les goûts, les couleurs, Najib, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Et ce qui est triste, et là pour tous les joueurs de la Botola, tous, les meilleurs, les moyens, les faibles, ils vont voir à la télévision comme nous la CAN. Ou alors, je suis un qui est Gaboun. Ah si, il y a quand même... comme les joueurs du Wydad, ils vont participer. Maintenant, on va en parler de l'équipe nationale dans quelques instants, avec comment il s'appelle c'est vrai. Et les Katombe, si j'allais, elle vient au très mauvais moment. Parce qu'il lui reste 24 heures pour donner la liste. Ouais. Et on va en parler tout à l'heure. Dans la seconde partie de l'émission, on va parler de la sélection et de la liste d'Hervé Renard. Le WAC et le DIFA, donc en pôle position. Sincèrement, c'est Talib, on ne vous attendait pas à pareille fête, puisque quand vous avez pris en main les destinées du DIFA, c'était la saison passée, le club était en difficulté, était en danger même. Le début de saison était difficile, parce que c'est pas très facile, c'est pas simple de commencer par une lourde défaite 4-1 contre l'Ittihad de Tanger, mais depuis, et je me rappelle de votre déclaration, vous avez dit, qui m'a paru sur le coup un peu étonnante, j'ai dit ouais, non, on n'a pas bien travaillé les coups de pied arrêtés, et ça c'est quelque chose qu'on va travailler dès la semaine prochaine et on va régler ce problème. Depuis, l'équipe marche plutôt bien. Ben oui, comme vous savez, moi j'ai pris l'équipe l'année dernière à la 18e journée. L'équipe était dernière avec 15 points. Donc mon premier match c'était contre le WAC. Donc c'était déjà un déclin psychologique pour mes joueurs. Avec un match nul à Jadida contre une équipe qui était classée première avec 11 buts d'écart. Donc pour moi, le match nul, ça m'a donné une petite poussée morale pour l'équipe. Donc juste après, on est parti à Safi, on a gagné. Et c'est là où j'ai réalisé que le défunt peut s'échapper de la descente aux enfers. Ouais. Donc on a travaillé d'arrache-pied avec mon staff, que je remercie par la même occasion. Et puis à la 27e journée, on était vraiment sauvés grâce à la victoire sur le KCM 3-1 à Marrakech. Donc là, on a tracé un chemin, moi et le comité, M. Moursari, le président, comme quoi cette équipe
qui a fait une série en rose depuis la 18e journée jusqu'à la 27e journée. Donc c'est une équipe qui peut aller loin. Donc on a travaillé d'arrache-pied. Quand on a terminé la saison sportive, on était classé, je pense, 10e ou 11e. Donc j'ai fait mon bilan technique. J'ai pas fait beaucoup de recrutement. Ouais. Donc d'après l'analyse technique que j'ai fait avec mon staff, il nous fallait un arrière gauche. Je suis parti à Kenitra chercher le gros. Maintenant il est à 20 ans, qui a 20 ans. Il est en équipe nationale avec Slami. Et puis j'ai cherché un gardien de but qui est Kinani, malgré son âge, c'est le plus âgé chez nous. 38 ans quand même. Mais il est opérationnel. Ouais. Pour moi, le rendement sur le terrain. Donc tout à l'heure, quand Amine parlait de l'équipe jeune, c'était des joueurs de chance. C'est pas le gardien de but. Après lui, il vous fait exploser la moyenne d'âge d'une drôle de manière. Mais derrière, les deux grands gardiens. Ouais. Il y a Soumi, il y a Agdei, gardien de but de l'équipe nationale Espoir et Junior. Deux grands gardiens, de futurs grands gardiens, Inch'Allah. Et c'est lui le parrain, c'est lui l'entraîneur, c'est lui avec Lama, bien sûr. Donc voilà, donc on a fait l'ancien gardien de but de PSG. Ce qui a fait monter l'équipe avec moi. Non, c'est l'entraîneur. Lama, l'ancien joueur du CAC de Kenitra. Est-ce que, avec ces résultats, avec ce parcours lors de la première phase de la Botola, les objectifs que vous êtes fixés avant le coup d'envoi de la compétition ont changé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, bah voilà, on est co-leader avec le Wydad, à mi-parcours, on va prétendre à autre chose, offrir, pourquoi pas, le titre de champion du Maroc pour la première fois de l'histoire du club? Ben oui, juste après la raclée du Tanger, donc j'ai fait ce match-là, on a perdu mentalement plus que techniquement, tactiquement. Donc l'équipe était en excès de confiance. Nous aussi, on a joué l'attaque à outrance en oubliant qu'avant d'attaquer, il faut défendre. Ouais. Donc il fallait que je règle ça à l'entraînement, surtout les balles arrêtées parce qu'on avait reçu 2 buts sur corner. Donc il fallait régler ça avec un changement individuel et collectif. Et ça a marché. Juste après, on a gagné 3-0 contre Agadir. Et puis, je me suis assis avec mes joueurs. On s'est fixé un objectif, c'est-à-dire à la 30e journée, on va essayer d'avoir 2 points par match. C'est-à-dire à la 15e journée, si on a 30, on aurait arrivé à l'objectif qu'on avait tracé. Alhamdoulilah, on est arrivé à 30 points. Maintenant, les 2 pieds sont en première division parce que on va oublier la descente aux enfers. Ouais. Et on va changer de cap, on va cibler maintenant d'être parmi les 4 premières équipes. Et pourquoi pas ne pas gêner les ténors de football national. Voilà, gêner les ténors de la Botola. Vous avez gêné le Wydad, vous gênez également plein d'autres clubs. J'aimerais bien qu'on parle aussi du Raja de Casablanca et du début de saison du Raja de Casablanca. Crise institutionnelle pour le Raja, plein de problèmes. Et comme on va le voir sur le titre qui va apparaître maintenant sur les écrans, c'est un petit peu Fakher qui est le gardien du temple et qui maintient quand même cet équilibre difficile pour le Raja Saïd. C'est son rôle. Ouais. C'est son rôle. Et Fakher est bien armé pour lutter contre tout ce qui se passe au Raja. Mais c'est son rôle, c'est pas le rôle d'un entraîneur de gérer les salaires non payés des équipes, de gérer le club quand il arrive avec le bus du club quand il arrive dans un hôtel et que l'hôtel refuse de prendre le Raja, c'est pas à l'entraîneur de gérer ce genre de problème. C'est de calmer un peu les ardeurs des joueurs et de faire en sorte qu'ils continuent de jouer. Mais je comprends ce que veut dire Najib aujourd'hui. Je pense qu'en termes de casting, on a quand même l'impression que le Raja est fait pour Fakher. Mohamed Fakher, et Mohamed Fakher est extrêmement fait pour le Raja. Et est encore plus fait pour le Raja dans les moments difficiles. Parce que aujourd'hui, s'il y a bien un entraîneur qui peut être le ciment d'une équipe du Raja en difficulté, c'est bien Mohamed Fakher. Ok. Un carton jaune pour qui? Un carton jaune pour toi, parce que tu as interrompu notre... Mais pas du tout, au contraire, j'ai juste enrichi. Il a complété. J'ai complété. Il a complété. Ah, mais non, et maintenant, je donne la parole à Najib. Il a complété brillamment. Merci, Najib. Merci, J'ai une petite intervention, c'est que Fakher, c'est un fond de club. Donc, il doit protéger les intérêts de son équipe. D'abord, en tant qu'entraîneur professionnel et en tant que fils du club Raja, du grand Raja. Et tous les entraîneurs du marocains, et moi j'ai vécu ça depuis l'éternité, ils ont le même problème.
Ouais. Après, sauf que moi j'estime que c'est pas le boulot de l'entraîneur et qu'un Oui, entraîneur il a a pas tellement cartonné. de choses à faire que de gérer les problèmes administratifs. Non, tu sais, je suis persuadé que la crise au Raja est une crise fabrique. Ah d'accord. Pourquoi? Normalement, l'ex-président, il fait une assemblée générale, il y a un rapport financier qui est ce qu'il est, il y a un rapport moral, on passe aux élections, on applaudit, on prend un verre, on se quitte. Le lendemain de l'assemblée générale, le président élu, qui a remplacé le président partant, Modera, dit qu'on a 25 milliards de dettes. Vous lève l'assemblée, avant de partir, ne prend pas le club. Mais une fois... L'Assemblée, elle est souveraine normalement et tout ce qui se décide. Exact. Et donc, lorsque un président prend un club, il n'a plus le droit de dire que la gestion a été mauvaise. Il se débrouille. Et le Wydad, à un moment, le grand Wydad de Mkwar Lerhamo, avait eu des difficultés d'argent à un moment. Oui. Et Mkwar avait eu cette phrase. Il a dit normalement, le Wydad coule la flous. Et c'est vrai pour le Raja. Il ne faut pas crier comme ça, et crier. Et très malicieusement, Fakher, il alimente Tchiada. Nous, ساكنين في l'autoroute, on a 10 mois de déplacement, mais attention, c'est un géant endormi. Ouais. Ah, c'est sûr. Et je crois que... Tu parles de Fakher ou du Raja? Et du Raja. Du Raja. Du Raja de Fakher. Du Raja de Fakher. Ils sont en train de faire la petite bout de chemin. Ce qu'ils ont fait contre Jdida, c'est méritoire. Ouais. Alors je les voyais perdre Jdida. Parce que le Jdida, il ne va pas rater l'occasion de finir. Ils ont quand même contré Jdida. Bon, ils ont échappé à un petit but à la dernière minute, enfin. Mais ils ont aussi échappé à Jdida parce qu'ils ont un gardien en état de grâce qui exact. maintient cette équipe-là depuis 1 an et demi en haut des tableaux et qui fait en sorte... Mais bon, c'est aussi le travail de Fakher, faire en sorte d'avoir des équipes prêtes. Ne me donnez pas une carte jaune, je fais une parenthèse. On a de grands gardiens de but, il n'y en a personne au Gabon. Ouais. Excusez-moi. Entre parenthèses. Ok, donc le Raja, j'aimerais bien aussi qu'on parle de la vaste des entraîneurs rapidement. Bon, maintenant, il paraît que ça va se calmer vu qu'il est cette nouvelle loi, en tout cas, qui interdit à un entraîneur de changer de club pendant une saison, de club au niveau de la même division. 9 clubs. 9 sur 16 quand même, et 2 qui ont changé à 3 reprises d'entraîneur, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. C'est les joueurs qui sont dépaysés. Chaque entraîneur vient avec sa philosophie, avec sa technique, avec sa tactique, donc le joueur il est perdu. C'est pour ça qu'on ne voit pas de grands matchs après. Et je pense que la meilleure méthode, c'est de garder le staff, même pour 15 journées, ça va. Pour 15 journées, ça peut aller, et donner au deuxième, c'est-à-dire le mercato de s'acclimater avec son équipe. 9 équipes qui ont changé, et donc 2 qui ont changé à 3 fois, c'est pratiquement 9 plus 3, ça fait quand même... c'est énorme pour une Ce n'est pas seulement la faute des dirigeants du club. Hein. Oui. Quand tu as un championnat qui se déroule pratiquement à huis clos, parce que le public est indiscipliné, c'est la pression du public sur les dirigeants en longueur de semaine. Ouais. Et le quota, et en football, je ne connais pas un pays de football, même les plus grands pays de football, où on ne renvoie pas les entraîneurs pour mauvais résultats. Ouais. Alors à Lyon, elle était à un match de renvoyer son entraîneur. Ouais. Le City a renvoyé son entraîneur aujourd'hui. Bien sûr. Mais c'est une équation. Je comprends, Saad Brahim Taleb, il est directement concerné, peut-être pas lui sur cette saison-là, mais il est entraîneur. Donc effectivement, quand tu as ce job-là, tu es automatiquement assurance éjectable. Mais aujourd'hui, vous êtes dans un métier qui ne tolère pas et ne permet pas le temps, d'avoir du temps. Aujourd'hui, vous êtes condamné où que vous soyez, je pense, et pas seulement au Maroc. C'est pour ça que 9, c'est énorme, c'est UBS. C'est UBS. Mais non, mais je veux dire, l'équation est très difficile à Deben. Aujourd'hui, quand un entraîneur demande à un club du temps pour pouvoir justement faire en sorte d'avoir des résultats, un club doit attendre jusqu'à quand aussi. Parce que c'est facile. En fait, les temps sont toujours très attendre jusqu'à quand. Il doit attendre. Si Abdelrahim te dit attendre au moins 15 journées, peut-être qu'il faut attendre 10, peut-être qu'il faut attendre 20. Allez, quand on voit les clubs qui ont changé d'entraîneur, et tu prends le classement, et tous les derniers du classement ont changé d'entraîneur. Je finis donc ça ne sert pas à grand-chose. Alors des charges, c'est que aujourd'hui, le problème des entraîneurs, c'est que ce sont les premiers fusibles. Ils sont dans un métier difficile où ils n'ont pas le temps de faire ce qu'ils doivent faire pour avoir le résultat. Mais aujourd'hui, quand une équipe ne marche pas, la première façon de faire, c'est de changer d'entraîneur parce que tu ne veux pas changer 23 joueurs.
C'est plus facile de virer un mec que d'en virer 23. Et l'exemple aujourd'hui le plus concret, c'est peut-être le Wydad de Casablanca, parce que bon, il y a un Serbe Rahim, mais aussi ancien Wydadi et actuel Jdidi, qui peut-être en passe, peut-être, c'est pas encore officiel, de changer un entraîneur qui est premier. Ouais. Qui est premier. Pourtant, on ne peut pas dire qu'en termes de résultats, ça ne va pas. Mais on a estimé que ce monsieur-là ne faisait pas l'affaire. Le Raja l'a déjà fait avec Abdel Cheikha, qui était leader, invaincu. Et de victoire et match. Au bout de 15 jours. Donc c'est une hérésie de plus. Ouais. De changer l'entraîneur qui est premier. Mais après, peut-être qu'on va aussi mettre, parce que Najib a raison sur un point, c'est qu'il y a une rue arabe, il y a un public, il y a des attentes, des exigences qui font qu'un entraîneur, c'est le premier fusible. Et c'est plus facile de changer lui que de changer toute l'équipe. Alors parfois, il vaut mieux changer peut-être 5-6 joueurs, ça s'arrangera beaucoup mieux les choses, viser mon regard, que de changer l'entraîneur. Le métier d'entraîneur, si Amin n'est pas seulement compliqué, il est impossible à décrypter. L'un des grands entraîneurs dans le monde, c'est Aimé Jacquet. Ouais. Qui a été champion du monde après avoir failli être renvoyé juste avant la Coupe du Monde. Ouais. Et il a écrit dans son livre « Je pratique le seul métier où l'on est jugé par des incompétents. Ouais. Le public et la presse. » C'est-à-dire nous. C'est-à-dire nous. Effectivement. Bon, sur ces belles paroles, hein, on va terminer cette J'ai joué au foot avec première Jalal partie. Bouzara, c'est un garçon qui sait jongler. Ouais. Il est gardien de but en plus. J'étais gardien de C'est un but. très, très bon De gardien toute de but. façon, moi, dans mes émissions, je n'invite que les gardiens de but et la présence de la présence de J'étais Taleb. joueur de foot. Joueur de champ Oui, du champ. et gardien en handball. Restez avec nous, mes amis. Monsieur Najib connaît mon histoire. On va se retrouver dans spirituel, un instant un peu dense dans ce studio. On va se retrouver dans un court instant pour la seconde partie du club. Allez, direction les Émirats Arabes Unis pour entamer cette seconde partie du club, mes amis, avec le stage de préparation des Lions de l'Atlas. On voit le sujet et on débat justement juste après de la situation de l'équipe du Maroc et de ce stage de préparation. Et des dernières nouvelles, il y en a quelques-unes de la sélection marocaine. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le stage des Lions de l'Atlas aux Émirats ne se passe pas comme le souhaitait, comme l'espérait l'encadrement de cette sélection. Il y a eu d'abord et avant même le départ pour le golf, cette polémique autour de la mise à l'écart de Hakim Ziyech. Hervé Renard a dit lui préférer Boussoufa et Belhanda. Seulement voilà, le milieu de Nice s'est blessé et ne devrait pas participer à cette CAN. Mais cela ne semble pas être une raison suffisante pour Renard pour qu'il rappelle le prodige de l'Ajax. Renard qui n'a pas eu d'ailleurs à expliquer ses choix dans une rencontre avec la presse, se contentant de faire une déclaration au site officiel de son employeur, la Fédération royale marocaine de football. Ziyech écarté, Belhanda blessé, la sélection sera également privée des services d'un autre joueur important des Lions, Oussama Tanan, victime d'une pubalgie. فيما يخص اللاعب أسامة طنان فغادر تربص بالموافقة ديال المدرب إيرفي رونار وبالموافقة ديالي. Oussama Tanan a quitté le stage avec l'accord du sélectionneur Hervé Renard et la mienne. Le joueur est arrivé avec une pubalgie aiguë, il n'a pu faire qu'une séance et sa douleur s'est accentuée. On s'est rendu compte que le joueur ne pourra pas s'entraîner avec nous ni participer à la CAN. نهائيات كأس إفريقيا ديال هذه السنة. Et pour ne rien arranger à la situation, le match amical qui devait opposer la sélection marocaine à l'Iran ce vendredi est tombé à l'eau. Match annulé pour des raisons logistiques, explique un communiqué de la fédération parti à la recherche dans l'urgence d'un nouveau sparring partner pour les Lions qui n'ont plus que la confrontation face à la Finlande lundi pour se jauger avant le coup d'envoi de la CAN et le premier match le 16 janvier face aux Léopards de la RDC. Voilà, donc le stage de préparation de l'équipe du Maroc à La Haine. Plusieurs mauvaises nouvelles pour cette sélection, bien entendu. Les forfaits de Tanan, le forfait de Belhanda. Autre forfait peut-être, c'est pas encore officiel, celui, Amin, de Mrabet. Mrabet, suite à une blessure contractée son match avant-hier, et même de Bouffal, on parle de Bouffal aussi dont on attend confirmation. Si c'était le cas, on parlerait donc d'une hécatombe pour cette équipe nationale, parce que tout le secteur offensif serait touché. Et la question qui se pose, c'est quelles sont les alternatives pour Renard. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui
savoir si M. Taleb, il ferait quoi à la place de Renard aujourd'hui? Est-ce qu'on partirait sur une nouvelle liste? Est-ce que je crois qu'il faut 4 Kanajib pour déposer la liste définitive? C'est ce soir. Donc c'est un vrai casse-tête parce que bon, voilà, ce sont ses meilleurs atouts offensifs aujourd'hui qui tombent les uns après les autres. Alors bien sûr, les mauvaises langues que nous sommes ou que nous pouvons être iront directement pointer. Mais bon, là, c'est des blessures les médiocres, c'est ça. Les médiocres que nous sommes. Les mauvaises langues pourront pointer un petit peu l'envie des joueurs. Mais bon, après, ce sont des blessures qui sont officialisées par le staff médical. Mais bon, mais effectivement, c'est un peu bizarre. On a arrivé une CAN avec nos 4 meilleurs renforts offensifs qui sont pas là. Je pense que ça devient de plus en plus compliqué. Pour nous, Hefti pourra jouer numéro 10, je pense qu'il est une bonne petite passe gauche. C'est pas encore officiel, hein, on va attendre l'officialisation. Amrabat, vu la blessure que j'ai vue en direct, contractée, je pense que ça sera... On part de 4 semaines pour Amrabat déjà en Angleterre. Donc, Amrabat, franchement, en Afrique, ça serait une grosse perte pour l'équipe nationale du Maroc. Des blessés comme ça, une hécatombe qui décime surtout le secteur offensif de la sélection. Quand on parle de Amrabat, on parle de Belhanda, c'est des cadres. Ouais. Ces cadres, c'est des joueurs expérimentés qui ont déjà vécu en Coupe d'Afrique, je crois, ça fait 4 ans. Donc, moi, je pense qu'il doit revoir sa liste. S'il n'a pas un plan B. Je ne sais pas. Donc, vu le schéma tactique avec quoi il veut jouer, donc je pense qu'il a encore d'autres joueurs. Est-ce qu'il fera appel à d'autres joueurs? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'il fasse appel à Hakim Ziyech? Pourquoi pas? Parce que dans son classement, et en expliquant et en justifiant la non-convocation de Hakim Ziyech, parce qu'il arrivait en 3e position derrière Belhanda et derrière Boussoufa. Aujourd'hui, Belhanda n'est plus là, donc normalement, il devrait... Si Boussoufa se blesse, on aura un problème. Donc, si tout le monde se blesse, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Pas grand-chose vu le parcours des sélections marocaines ces dernières années. On en arrive, parce qu'il faut savoir aussi que le cas Ziyech a fait polémique, même au sein même de l'entourage du football national, pour rester un peu plus global. Mais jusqu'à quel point aujourd'hui Renard vaudra se déjuger, entre guillemets, par rapport au cas Ziyech? Et puis il n'y a pas que Ziyech, si les joueurs tombent les uns après les autres. Aujourd'hui, il faudra bien trancher et se dire qu'il faut des renforts. Aujourd'hui, qui pour remplacer Tnan, qui pour remplacer Amrabat, qui pour remplacer peut-être le joueur le plus talentueux qu'on ait aujourd'hui, qui est Bouffel? Je pense que ça commence à se compliquer très sérieusement pour cette équipe nationale. Najib? De quoi on parle? Alors, Anna, l'équipe nationale, personnellement, et vous aussi, on ne l'a pas vu depuis le match amical contre Marrakech. Ouais. C'est une équipe nationale fantôme. Une équipe nationale fantôme. Encore plus fantôme aujourd'hui, vu que le match contre l'Iran, il tombe à l'eau. Elle est loin des yeux du public. Et là, j'ai jamais vu ça. Elle se prépare sans aucune présence, ni de caméra, ni de journaliste. Si, il y a les caméras de la fédération. Marocain, la caméra de la fédération. Il y a aussi le médecin de la fédération, d'activité. Il y a tout le monde. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Une équipe qui est en train de préparer la CAN, et il n'y a pas de couverture. On a l'impression. On est là en train de demander où je vous fais rien ou Benati la Bessali. Non. On a l'impression qu'on cache cette équipe nationale. Mais c'est ça, qu'on cache cette équipe nationale, et qu'on cache aussi son sélectionneur, parce que c'est peut-être l'une des rares sélections qui va participer à la Coupe d'Afrique des Nations, et dont le sélectionneur n'a pas tenu une conférence de presse, ne serait-ce que pour justifier ses choix, pour s'adresser aux médias qui ne sont qu'un intermédiaire entre l'équipe nationale et le grand public. Certains parleront de sémantique. Toi, tu parles de cacher la sélection nationale. D'autres te diront à protéger. Ouais, protéger. Mais oui, mais après, ça dépend de quel côté de la table on se place. Mais aujourd'hui, cacher, pourquoi toutes les autres nations qui vont participer à la CAN ne cachent pas, ne protègent pas cette... Peut-être qu'ils estiment que les médiocres, n'ont pas la place pour ergoter autour de l'équipe nationale. Mais la Côte d'Ivoire a eu la même chose avec Hervé Renard. L'Algérie. L'Algérie aujourd'hui se prépare en Algérie. Mais avant, ils avaient interdit aux journalistes, c'est quand ils ont eu la déconvenue. Dans la dernière Coupe d'Afrique, ils ont commencé, parce que c'est très difficile de protéger une équipe de tout le monde et à la fin de venir face à ce même public. Tu peux pas. Mais c'est pas la faute de la fédération. Hein. Moi, je pose là, j'incrimine les organes de presse. Ce n'est pas normal
Ce n'est pas normal avec tous les journaux qu'on a aujourd'hui, les radios et toutes les associations. Et les émissions de télé aussi, c'est un scandale. Qu'il n'y ait personne. Qu'il n'y ait personne avec l'équipe nationale. C'est pas normal. Combien même cette personne serait acceptée ou accréditée pour... Il faut que les joueurs sentent qu'ils intéressent quelqu'un. Mais c'est là où je te rejoins pas, parce que les conditions de séjour et pour accompagner cette équipe nationale, c'est ultra compliqué. Tout se fait à huis clos. Tout, absolument tout se fait à huis clos. Et ça sert à quoi d'y aller? Bien sûr que celui qui organise le séjour aux Émirats Arabes Unis, c'est lui, Matondi, qui a organisé la venue de Maradona à Filayoun. Et il a organisé toute une compagnie de journalistes qui me chauffent l'Ayoun. Allez, je me chauffes l'Émirat. Notre sujet, c'est pas les journalistes aujourd'hui. Mais surtout, aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir s'ils sont cachés ou s'ils sont visibles. Le problème est de se dire qu'on a une information officielle. À Najib, on a une information selon laquelle nos joueurs... Non, bien sûr, mais aujourd'hui, la problématique est là. La problématique est dans le fait que les joueurs tombent les uns après les autres. Avec qui allons-nous disputer cette CAN? Avec quels joueurs allons-nous disputer cette CAN? Est-ce que Renard va s'en tenir à sa liste de base, initiale, et n'a rappelé personne? Ou alors il a peut-être entre aujourd'hui et demain, n'est-ce pas, Najib, selon ce que tu dis? Va-t-il aujourd'hui faire volte-face, se déjuger, rappeler Ziyech, et peut-être se retourner un peu vers la Botola? Rappeler Ziyech, pour moi, c'est pas se déjuger, parce qu'il a dit, c'est très simple, il a fait un classement, il a dit, j'ai le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Quand le numéro 2 se blesse, le numéro 3 devient forcément numéro 2. Il a estimé que les deux premiers titulaires du poste étaient Belhanda. Par exemple. Mais la vraie question est là aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, ces joueurs-là, essentiels et blessés, vont-ils être remplacés ou non? Avec qui? Parce que moi, ça ne me dérange pas qu'on ait personne à l'entraînement, du moment qu'on sait plus ou moins quels sont les joueurs qui sont disponibles ou pas. Et donc, ça aurait été bien qu'on soit là-bas pour poser la question à Reven. Est-ce qu'il aurait répondu? Pas forcément. Il aurait répondu, bien sûr. Mais là, vous aurez fait quoi, vous, si Taleb? Je rappelle Ziyech. Non, mais Ziyech, c'est pour remplacer un joueur. Là, il y en a 4 ou 5 qui tombent. Parce que vu le système avec quoi il joue, c'est une 4-3-3. Donc, moi, je pense qu'il a besoin de joueurs de couloir, rapides, techniques, et redeviennent attaquants. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un 4-2-3-1 avec quoi on joue. Mais je pense que Ziyech peut jouer. À l'absence de Mrabat, à l'absence de Belhanda qui joue ces deux ailiers extrêmes, donc je pense que Ziyech a largement sa place. En tout cas, tous les... Oui, c'est Najib. Non. Moi, je pense, pas d'accord. Puisque c'est un choix de l'entraîneur, nous, on a qu'à leur souhaiter bonne chance. Bien sûr. Avec autant de mauvaises nouvelles, ça ne peut que bien marcher. Franchement, et je suis sérieux là. Tout le monde dit ça. Non mais on se raccroche à ce qu'on peut. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on n'a plus rien, ça fait plus 12 ans maintenant qu'on attend. Donc effectivement, on peut faire qu'une chose aujourd'hui, c'est derrière cette équipe nationale-là, parce qu'on n'a pas le choix et parce qu'on aime cette équipe nationale-là. On sait qu'on va se prendre une ou deux baffes, on va continuer à compter au bout du deuxième match. Mais en attendant, on va être derrière en espérant un miracle, en espérant ce regain de joie qu'on a pu avoir il y a 12 ans qu'on n'a plus, n'est-ce pas, Najib? Et on peut aussi, et j'insiste encore, on peut compter encore sur l'expérience on ne peut pas juger aujourd'hui Hervé Renard avant le début d'une compétition. Personnellement. Ouais. Non, c'est vrai. Bien que je sois pratiquement quasiment en retraite. Ouais. Professionnellement, moi je suis sur des charbons ardents. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe aux Émirats Arabes Unis? Ce n'est pas normal. J'ouvre tous les journaux, il n'y a que des rumeurs. Il n'y a pas d'infos, il n'y a rien du tout. À quel niveau? À quel niveau, à quel niveau? Mais qu'on sache. Au niveau des blessures, c'est bien clair. Aujourd'hui, les blessures ont été constatées. Belhanda a une fracture. Officielle. Tnan a une pubalgie. J'ai vu la blessure de Amrabat, j'ai vu le match. Il sort d'ailleurs. C'est une grosse... Bouffel, pour moi, est une énigme parce que je l'ai vu hier sur son match-là. Il fait une superbe percée à la 87e minute. Il avait l'air très très bien dans son match. Donc, mais les 3 premiers sont véritablement blessés. D'accord. Maintenant, c'est des coups du sort. C'est des coups du sort. Quand même. Le problème, c'est qu'on est au courant qu'on ne peut pas communiquer. Il n'y a pas le travail journalistique autour de cette équipe. À l'âge, il est important le travail journalistique. Déjà, il y a bien une commission de presse à la Fédération de football. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Normalement, elle gère les journalistes.
La commission de non, maintenant, elle gère plutôt la communication de cette équipe nationale. On va débattre, bien sûr, on va beaucoup parler ces prochaines semaines de l'équipe du Maroc et de sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations. J'ouvre maintenant une page habituelle dans le club, page de football européen. Quand on parle en ce moment de foot européen, c'est surtout de foot anglais qu'il s'agit, avec une équipe, Chelsea, qui est en train de marcher sur l'eau. Elle égale le record de victoires d'affilée, 13 victoires d'affilée pour Chelsea. Elle égale le record d'Arsenal lors de la saison 2001-2002. Un record que les Blues peuvent battre dès ce mercredi lors du match face à Tottenham. Chelsea qui marche sur l'eau, c'est pas une raison pour fanfaronner. En tout cas, Antonio Conte met en garde ses joueurs. On l'écoute. When you win a lot, there is a great danger to be satisfied. Quand vous gagnez beaucoup, le risque, c'est de tomber dans la facilité de se voir déjà arriver. Mes joueurs sont fantastiques et nous en sommes fiers. Mais nous devons nous concentrer sur la deuxième partie de la saison. C'est vrai que cette série de 13 victoires de suite est une grande performance pour nous. Je suis content pour mes joueurs et ils le méritent. Great will to fight, great will to win, great will. Voilà, donc tous les records pour l'équipe de Chelsea, on en a déjà parlé, mais là, franchement, la greffe, elle prend avec l'entraîneur italien Antonio Conte. Souvenez-vous, l'année dernière, Chelsea a beaucoup souffert. D'ailleurs, Chelsea, aujourd'hui, n'est pas qualifié pour les compétitions européennes. Et cette année, elle est en train de battre tous les records, Sinajib. Le football anglais est un football modèle, Beda. Pour eux, une journée de championnat est une journée de fête. Ouais. C'est pour ça qu'ils ne font pas de coupure. Ouais. Parce que aller au stade fait partie de la vie festive de l'anglais. Père, mère, grand-père et enfant. Et il n'y a jamais de stade vide en Angleterre. Et pourtant, les prix sont très chers. Très chers. Très chers. Et le football anglais impose le respect. Il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers maintenant dans le football anglais. Et tous parlent en anglais en conférence de presse. Tous font l'effort de parler en anglais. Tout le monde apprend l'anglais à devenir. Quelqu'un qui ne parle pas la langue du football qu'il entraîne est un entraîneur sourd-muet. Mais c'est vrai. D'abord le problème, t'as Hervé Renard. Il ne sait pas ce qu'il dit dans les journaux. Heureusement. Mais non. Mais si Hervé Renard devait savoir lire tout ce qui s'écrivait sur lui, mais là on est passé à autre chose. De petites idées. Je parle aussi pour Guardiola. Il a fait 6 mois en Allemagne pour parler Dutch. Non. Guardiola, quand il finit sa carrière au Barça, il prend une année sabbatique, il part à New York. On va déraper. À New York, et à New York, il apprend effectivement pendant 6 mois la langue allemande. Mais juste pour revenir à Chelsea, Jalel, Conte a fait une chose formidable, c'est qu'il a parfaitement reproduit le football de sa Juve à Chelsea, avec la rigueur qu'on lui connaissait. Et pour ça, s'il y arrive aussi, c'est qu'il avait des hommes pour, notamment un Kanté, qui est stratosphérique d'ailleurs depuis qu'il a quitté Leicester, ça va beaucoup moins bien pour eux. Un Costa qui a repris ses marques et avec un super gardien, il est une équipe aujourd'hui pour marcher sur le football anglais. Mais il n'y a pas que lui, c'est-à-dire ce football anglais est formidable. Il donne l'occasion aux grands entraîneurs de briller. Bien sûr, mais pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'argent. On oublie qu'aujourd'hui le football anglais. Comment ça non ? Aujourd'hui le football anglais attire les plus. Mais ça aide. Aujourd'hui tous les plus grands entraîneurs aujourd'hui. Il n'y a que 3 clubs qui sont en mesure de garder leurs joueurs, qui sont les 2 équipes espagnoles et le Bayern de Munich. Mais tout le reste, l'Angleterre peut tout acheter parce qu'ils ont les droits télé qui sont exorbitants. L'anglais est bientôt le chinois. Non, le chinois dépasse. On en parlera par la suite. Mais aujourd'hui, il faut savoir aussi une chose, Najib, jusqu'à il n'y a pas longtemps, les clubs anglais étaient extrêmement surendettés. Abramovich a mis 500 millions de livres de sa poche pour éponger le dette de Chelsea. Les Américains, il me semble, ont dû mettre plus de 400 millions sur Manchester United. C'est-à-dire qu'il c'est un marché qui est énorme. Le Koweïtien, le patron de Manchester City, il a mis le L'Emirati. Exactement, l'Emirati. Non, le plus, c'est Abramovich. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'effectivement, et c'est là où Najib a raison, c'est que ce football anglais est une fête totale. Une fête totale qui se poursuit, qui s'arrête jamais. Et surtout, j'aimerais bien qu'on parle ensemble aussi du Boxing Day. Et avant d'en débattre, on va donner la parole à José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, évoquant justement ce Boxing Day. I think it's very difficult to play football in these circumstances.
Je pense que c'est très difficile de jouer au football dans ces conditions, avec un match toutes les 48 heures. Je sais que c'est super pour les fans dans le monde entier. Personne ne joue au foot en ce moment et tout le monde peut profiter de la Première Ligue. Je pense que c'est sensationnel et je suis content de le faire, mais pour les joueurs, c'est très dur. Voilà, donc on le voit, le Boxing Day, c'est une tradition anglaise de 150 ans. Hein. On voit que les entraîneurs crient à l'indigestion, les joueurs râlent, on ne peut pas jouer un match tous les 3 jours, mais c'est une tradition ancrée en Angleterre. Tous les sélectionneurs qui ont pris l'équipe d'Angleterre, les sélectionneurs étrangers, genre Capello, ils disent jamais l'Angleterre ne pourra gagner quoi que ce soit tant qu'il y a ce Boxing Day. Et pourtant, c'est une magnifique fête. Et c'est comme les fêtes de Noël, c'est le Nouvel An et le Boxing Day pour les Anglais. C'est 4 journées de championnat en 10 jours. Ouais. En 10 jours. Et on les remercie pour ça. Moi, c'est ce qu'il dit. Il dit les gens sont contents parce que quand ils veulent du foot, il y a que le football anglais. C'est un bonheur. Moi, je veux revenir un peu en arrière pour Chelsea. Chelsea est complètement métamorphosé grâce à la patte magique du coach. Ouais. Et il s'est approché trop des vestiaires. Il a pris en amitié ces joueurs qui souffraient avec Mourinho et qui ont fait l'année dernière, ça n'a pas marché avec Mourinho parce qu'il y avait un problème. Il y avait un bras de fer aussi. Donc, il a inculqué la rage de vaincre. Il a inculqué le travail qu'il avait fait à la Juve. Et maintenant, on voit une autre équipe Chelsea qui domine le football anglais avec 13 matchs d'affilée gagnés. Je pense que Mourinho est sur la bonne voie aussi. Ouais. Parce que Manchester a passé le mauvais moment. Et maintenant, ils sont sur la 4e ou 5e victoire. 6 victoires d'affilée. Et d'où la question, parce qu'on a dit que Manchester, que ça allait être un chantier très compliqué. Ils ont essayé, bien entendu, depuis le départ de Sir Alex Ferguson, l'équipe de Manchester ne tourne pas rond. Alors aujourd'hui, Mourinho, malgré un recrutement des fois très très moyen, 100 millions d'euros déboursés pour un joueur comme Paul Pogba, 120. Par contre, et franchement là j'aimerais bien qu'on en parle, Zlatan Ibrahimovic, deuxième meilleur buteur de la Première Ligue. Les gens ils disent il a 35 ans le gars, et il est en train d'être encore très décisif avec Manchester United. Mais tu as vu comment il est, c'est une force de la nature. Moi, j'ai vu mais il a 35 ans. Il y a des fois où là, je ne compte pas. Ouais. Moi, j'ai vu le match hier, on lui a changé de poste. Il ne travaille plus. Et il est là pour concrétiser. Tout le monde travaille pour lui. Ça fait des années qu'il travaille plus. À Paris non plus, il ne travaille pas beaucoup. Ça fait 2 ans, mais cette année, il tente 40 buts par saison. Donc, et c'est un joueur d'appui. Et les joueurs travaillent pour lui. Lui, il concrétise, ou il facilite le jeu pour les ailiers qui pénètrent, qui viennent de derrière. Et ça marche pour lui. Il ne fait pas beaucoup d'efforts. Et lorsqu'il a une occasion, il marque. Alors, on a parlé de 2 entraîneurs qui marchent très bien, en ce moment en tout cas, Conte et José Mourinho. Quid de la star des entraîneurs dans le monde, Pep Guardiola, qui a fait un petit peu le buzz ce lundi en annonçant une fin de carrière très très prochainement, et que ce club de City qu'il entraîne aujourd'hui et dont il est sous contrat jusqu'en 2019 va être sa dernière expérience sur le banc de touche. On l'écoute. City va être l'une de mes dernières expériences d'entraîneur. Et pourquoi arrêter si jeune? Parce que je l'ai décidé. C'est simple, non? Ouais, moi je pensais que c'est un effet d'annonce, je pense. Il a fait le tour de la session. Mais il a fait aussi le tour de la... Que peut-on... Ces gens-là, cette déclaration, on l'a prise, c'est une déclaration en conférence de presse juste après le match, mais il a fait une interview le lundi et il a juste confirmé qu'il ne voulait pas continuer ce bonhomme-là a une chose quand même qui est fascinante, c'est le regain de motivation. Qu'est-ce qui fait courir ces gens-là? Aujourd'hui, et là je pose la question à Taleb, parce que vous exercez le même métier, même si c'est dans 2 univers complètement différents, quand vous avez tout gagné, mais tout à tous les niveaux, de l'argent, des titres, la gloire, la reconnaissance de vos pairs. Juste avec le Barça, il a gagné 14 titres. Ah ouais, non, c'est affolant. Mais 19 aujourd'hui, pour moi, le plus difficile pour ce bonhomme-là, c'est de se réinventer tout le temps.
de se réinventer lui, mais de mais réinventer aussi sa motivation. Il le fait en bougeant d'un championnat à un autre, et c'est pas évident. Il était en Espagne, il était tranquille en Espagne, à Barcelone. En Allemagne, il a tout gagné sauf la Ligue des Champions. Ouais. Bon, en Angleterre, il vient d'arriver, il faut lui donner ses 3 ans. Mais c'est quand même formidable que ces gars-là se réveillent tous les matins en se disant je vais encore aller au boulot et essayer de gagner, continuer à gagner après avoir tout gagné. Je crois qu'un entraîneur, c'est l'ambition et la motivation. Non, mais bon, si ces 2 facteurs ne sont plus là, donc il a intérêt à disparaître. Mais ce qui est marrant, c'est que juste avant qu'il arrive en Angleterre, Mourinho disait de lui dans une interview parue dans un spécial tactique, un bouquin, il disait aujourd'hui on ne peut pas imposer son style à toutes les équipes dans lesquelles on arrive. Il disait ça à Mourinho il y a 2 ans. Il disait je suis curieux de savoir si un jour Guardiola va en Angleterre, c'était il y a 2 ans, donc il y a plus de 2 ans, 2 ans et demi. Je suis curieux de savoir si Guardiola pourra adapter son style de jeu à l'équipe où il sera en Angleterère. La preuve que oui. Ça n'a pas marché. Ben, moi, ça n'a pas marché pour le moment, mais comme sur le match aller, sur le derby City Man U, il lui met une leçon tactique. D'ailleurs, il gagne 1-0 chez Manchester United. Et pour l'instant, il est en train de réussir son pari. Mais ces mecs-là, c'est des génies du football. En tout cas, des génies, il faut arrêter. Ah, bien sûr que des génies, ils réinventent tout et tout le temps en Égypte. Il faut préciser une chose aussi, la couleur footballistique de l'Égypte, non? L'Angleterre et du Real Madrid. Moi, je dirais que Guardiola est un génie. Si un jour il vient, il reste 3 ans au Wydad. En tout cas, il y aura, selon Amin Rahmouni, il y aura un poste à prendre au Wydad de Casablanca. Merci beaucoup, Abdelrahim Talib. Merci, Amin. Merci Najib Selmi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. On va se retrouver, nous, bien entendu, mardi prochain. Et ça sera certainement un spécial avant Cannes, la Cannes 2017 qui débute au Gabon. Ciao les amis. Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, l'esprit sportif.